J'ai le plaisir d'introduire Jean-François Joanny pour la conférence d'aujourd'hui auprès des amis de l'IHES. Jean-François a été élève de Pierre-Gilles de Gennes, qui était prix Nobel de physique en 1991. Et il est ensuite allé travailler, enfin je raccourcis beaucoup sa carrière, mais je me souviens de l'avoir rencontré au laboratoire de physico-chimie Curie, sur le campus de l'Institut Henri Poincaré, à Paris. Ensuite, je crois qu'il a été aussi directeur de l'ESPCI, à la suite de Jacques Proulx, lui-même à la suite de Pierre-Gilles de Gennes. Et maintenant, le couronnement de sa carrière est sa nomination au Collège de France il y a quelques années. Et donc Jean-François avait commencé dans la théorie des polymères avec Pierre-Gilles de Gennes. Et maintenant, il s'occupe beaucoup de physique biologique depuis un grand nombre d'années. Et il va aujourd'hui nous parler de matière active et physique du vivant. Jean-François, à toi. Donc, merci Bertrand pour cette introduction. Je remercie aussi les amis de l'IHES de m'avoir invité à faire cet exposé. Ce dont je voudrais vous parler, c'est deux choses. Je vais vous parler de ce que je vais appeler la matière active, qui est une classe de matériaux qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique, donc qui consomment de l'énergie et pour lesquels il y a un certain nombre de propriétés qui sont assez générales. Et il s'avère que les techniques qui sont utilisées pour étudier ces matériaux-là sont extrêmement bien appropriées à étudier les systèmes vivants. Donc, dans la deuxième partie, je vous montrerai quelques exemples de problèmes biologiques qu'on peut aborder avec des idées qui viennent de la matière active. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même pas vous laisser avec l'idée que c'est la seule méthode pour étudier les systèmes vivants. Les physiciens ont toujours été fascinés par des problèmes qui venaient de la biologie. Alors, je peux pas non plus vous faire un historique de ça. Donc, j'ai choisi de vous montrer deux exemples qui me paraissent particulièrement significatifs. Le premier, c'est Robert Hooke. Robert Hooke était un humaniste du XVIIe siècle qui s'est intéressé à des tas de sciences. On connaît tous son nom parce que c'est lui qui le premier a proposé la loi de l'élasticité linéaire pour les ressorts. Et parmi les choses auxquelles Hooke s'est intéressé, il y a l'optique. Et il a été le premier à faire un microscope qui permettait d'étudier des systèmes biologiques. Et il a étudié des plantes, des fougères. Et c'est lui le premier qui a vu des cellules et qui a proposé le nom de cellules pour les objets qu'il voyait. Donc ça, c'est peut-être la première personne qui faisait de la biophysique. Le deuxième nom, qui pour moi est très emblématique de physiciens s'intéressant à la biologie, c'est Schrödinger. Alors Schrödinger est très très connu pour ses travaux sur la mécanique quantique. Cependant, il a écrit un livre dont vous avez la première page ici, What is Life, où il pose énormément de questions sur les systèmes biologiques. Il pose des questions sur le codage de l'information en biologie avant qu'on connaisse le codage par l'ADN. Et puis aussi, il a été le premier, peut-être, à décrire les systèmes biologiques comme des systèmes dissipatifs. Donc, il y a toute une tradition, et ce que je veux vous montrer, moi, aujourd'hui, c'est un aspect qui est assez récent, qui est cette notion de matière active. Donc, mon exposé aura deux parties. La première partie, je vais vous donner quelques propriétés de la matière active. Et ce que je veux vous montrer, c'est que c'est des matériaux un peu contre-intuitifs qui s'écoulent tout seuls sans qu'on ait besoin d'appliquer de gradient de pression ou de force mécanique qui poussent l'écoulement. Et puis, dans la deuxième partie, donc j'ai choisi trois exemples. Un sur la division cellulaire, un sur le battement des cils, et puis un problème de tissu qui concerne ce qu'on appelle des sphéroïdes. Donc la matière active, je ne vais pas le définir de façon très très formelle, c'est des systèmes qui consomment de l'énergie, mais où chaque constituant du système consomme de l'énergie à son échelle. Donc la consommation d'énergie se fait à l'échelle microscopique de chacun des constituants, et les constituants eux-mêmes peuvent transformer cette énergie en mouvement ou en force. Alors, j'ai pris deux exemples, un peu parce que c'est des exemples qui m'amusent et qui me plaisent. Sur la photo de gauche, là, c'est des vers de terre qui ont été photographiés en Inde par Sriram Ramaswamy, qui est un théoricien, en allant à son labo. Vous voyez que ces vers de terre sont très allongés, donc ils ont un caractère très, très anisotrope. Ils ont une tête et une queue, et puis ils consomment de l'énergie, ils mangent comme tout le monde. Et si on les regarde, il se crée un espèce de mouvement collectif où tous les vers de terre bougent ensemble dans la même direction. Et c'est ce genre d'effet collectif qui va m'intéresser, et c'est ce genre de choses qu'on a envie d'étudier quand on étudie la matière active. Sur l'image de droite, vous avez une suspension de bactéries.
Alors, cette bactérie s'appelle Bacillus subtilis. C'est une goutte d'eau, en fait, avec des bactéries à l'intérieur. La goutte d'eau pend à l'envers et les bactéries tombent sur la surface de la goutte d'eau. Et ce qu'on regarde, c'est cette surface où se sont accumulées les bactéries. Et vous voyez qu'il y a des mouvements qui ressemblent à des tourbillons. Alors, ce qu'on voit, c'est pas le mouvement individuel des bactéries, c'est un mouvement collectif. Les bactéries sont toutes petites. Mais ce que les bactéries génèrent elles-mêmes, c'est cette espèce d'écoulement tourbillonnaire qui, à l'époque, a été qualifié de turbulence bactérienne par Ray Goldstein. Alors, ce qui m'intéresse dans la matière active, c'est deux choses. La première, c'est que la plupart des systèmes vivants peuvent être considérés comme de la matière active. Et la deuxième, c'est qu'il y a des propriétés assez générales qui sont partagées par tous les systèmes actifs. Alors, il y en a une qui est à peu près immédiate sur ces images-là, c'est qu'il y a des écoulements spontanés, que ce soit les bactéries sur cette structure de tourbillon ou le mouvement global ici. J'appellerais ça un écoulement spontané. Il y a un ordre orientationnel, tous les vers de terre se mettent parallèles, et si j'arrivais à grossir ici, localement, les bactéries bougent toutes dans la même direction. Et puis, il y a des phénomènes de séparation de phase. Ces phénomènes de séparation de phase sont assez étonnants parce qu'ils peuvent se produire sans interaction attractive entre les constituants. Alors, c'est très vaste, la matière active, hein, et je vais certainement pas, là non plus, vous faire un panel de tous les systèmes qui font de la matière active. Je vais vous donner quelques exemples qui sont sur cette slide. À gauche, il y a deux systèmes qui sont synthétiques. Le premier, c'est un système colloïdal. Donc, c'est des petites billes électriques. Typiquement, elles ont un diamètre de quelques microns qui sont immergées dans un solvant qui est conducteur, qui est de l'eau. Elles tombent au fond du récipient et puis on met un champ électrique vertical sur le fond du récipient. Et à cause des conditions diélectriques, elles se polarisent, mais elles se polarisent dans la direction opposée au champ. Et une polarisation opposée au champ, c'est instable. Et elles se mettent à rouler toutes seules au fond du récipient dans une direction aléatoire. Alors, c'est ce que vous avez sur l'image ici. Vous voyez la position des particules à des instants différents. Et elles se déplacent comme ça, chacune a un mouvement de translation dans une direction aléatoire. L'expérience qui a été faite par Denis Bartolo, et que je trouve absolument superbe, consiste à avoir forcé les particules au fond du récipient à se déplacer sur une piste comme ça, qui a une forme de stade. Donc, à l'instant initial, les particules sont réparties au hasard, et puis je vais lancer le film. Donc, il y a une première étape où les particules s'agrègent spontanément, ça c'est les transitions de phase dont je parlais, et puis après, il y a un bloc de particules qui bouge comme ça autour du stade de façon collective. Donc ça, c'est pour moi une très belle illustration des mouvements collectifs. Un deuxième système synthétique qui est complètement différent, c'est des milieux granulaires qui sont vibrés. Alors, ce que vous avez là, c'est une plaque sur laquelle on a mis des petits morceaux de cuivre qui sont coupés à peu près à la même taille et on agite par en dessous la plaque avec les petits morceaux de cuivre. Vous voyez que les petits morceaux de cuivre gigotent, il y a des espèces de réarrangements qui se font. Et ce que les gens ont étudié là-dessus, c'est les fluctuations locales de densité de ce milieu granulaire. Ces fluctuations sont très anormales et il n'y aurait absolument pas moyen d'expliquer ces fluctuations par les méthodes de la physique statistique à l'équilibre. À droite, j'ai deux systèmes qui sont aussi des systèmes vivants, mais que j'ai mis parce que c'est des systèmes que les physiciens n'ont pas tendance à étudier d'habitude. Le premier, c'est un vol d'oiseaux. Alors, c'est des étourneaux, et c'est des films qui ont été faits par un Italien. Alors, j'ai pas réussi à couper le son, vous allez entendre la voix de l'Italien qui l'a fait. Ce que je veux vous montrer, c'est que le vol est très structuré. On va attendre qu'il parle plus. Voilà. Le vol est très structuré, et il y a des ondes, des tourneaux qui se déplacent dans ce système-là. C'est une caractéristique assez générale de la matière active, qui a une propagation spontanée d'ondes. Le deuxième, c'est une image du départ du marathon de Boston. Les gens sont très tassés. Ils ont une polarité parce qu'ils veulent se déplacer vers la ligne d'arrivée. Et si on étudie la densité de la foule, on voit des ondes qui se propagent, qui ressemblent aussi à celles des étourneaux. Donc, il y a trois caractéristiques. Le fait que c'est un système qui est plus ou moins fluide, à des échelles très, très différentes. Le fait que c'est des systèmes qui consomment de l'énergie, et puis le fait que c'est des systèmes qui ont un ordre orientationnel. Et c'est ça les trois propriétés que je vais essayer de mettre en avant, avec une idée derrière la tête que tous ces systèmes-là, bien qu'ils soient complètement différents, peuvent être décrits par le même genre de théorie. En fait, il y a plusieurs classes, je ne parlerai que d'une,
Il y a des systèmes un peu différents, mais en gros, je suis en train de dire que je pourrais décrire les particules colloïdales ici et les fluctuations dans la foule du marathon de Boston, plus ou moins par la même théorie. Alors la théorie qu'on a fait nous, avec Franck Jülicher et Jacques Pro, qu'on a appelée la théorie des gels actifs, c'est une théorie qu'on appelle hydrodynamique. Alors ce que j'entends par là, c'est qu'on va se focaliser sur un tout petit nombre de variables qui sont macroscopiques, et puis on va regarder le système à des échelles très grandes. Alors des échelles très grandes, ça veut dire des échelles plus grandes que la taille des constituants. Par exemple, dans le cas de mes vers de terre, des échelles plus grandes que la taille des vers de terre. Et puis à des temps très longs, plus longs que les temps caractéristiques de chacun des constituants. Et en fait, il y a trois types de variables qu'on va regarder. Il y a l'orientation des constituants, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il devait y avoir une orientation. Il y a le champ de vitesse, et puis il y a le fait qu'ils consomment de l'énergie. Alors, je vais commenter un peu ces trois points-là. Le premier point, c'est l'orientation. Donc, je vais toujours avoir des objets qui sont anisotropes, mais il y a deux façons d'être anisotrope. On peut être une particule anisotrope et être une particule polaire. Et ce que j'entends par là, c'est qu'elle a une tête et une queue. Alors, la particule polaire qui a une tête et une queue, quand elles s'alignent les unes avec les autres, il y a deux façons de le faire. Soit elles pointent toutes dans la même direction, et ça, c'est un ordre que j'appellerais polaire. Soit elles pointent avec 50% de probabilité dans une direction et 50% dans l'autre. Et ça, c'est un ordre où il n'y a pas de polarité qui s'appelle nématique. Et puis, il y a une autre façon de faire des systèmes qui sont nématiques, c'est de partir de particules qui n'ont pas de polarité, donc qui sont ces particules avec ces deux flèches-là. Et en fait, ces deux cas-là ont à peu près les mêmes propriétés, donc je ne distinguerai pas. Et le choix que je fais aujourd'hui, c'est de ne pas parler de système polaire, donc de parler surtout de système nématique. Le deuxième point, c'est la consommation d'énergie. Ce que je vais supposer, c'est que, comme dans les systèmes biologiques, il y a une échelle d'énergie. Alors, dans les systèmes biologiques, dans beaucoup de cas, l'échelle d'énergie, c'est la consommation d'ATP. L'ATP, c'est la réaction chimique qui fournit de l'énergie dans les cellules. Et chaque fois qu'une molécule d'ATP est hydrolysée, la quantité d'énergie qui est fournie, c'est 27 fois l'excitation thermique KT. Donc ça, c'est mon échelle d'énergie que, pour des raisons un peu de chimie, j'appellerai delta nu. Une fois qu'on a fait ce choix-là, il n'y a plus tellement de choix pour faire une théorie hydrodynamique. Il faut regarder les symétries du problème et les lois de conservation, et il y a une procédure parfaitement systématique pour construire cette théorie hydrodynamique. Le résultat principal de la théorie hydrodynamique, c'est qu'il y a une contrainte qui se fait dans le système, que j'appellerai la contrainte active, et que cette contrainte, quand delta mu n'est pas trop grand, elle est proportionnelle à delta mu. Donc tous les effets actifs, ils sont proportionnels à ce delta mu, qui est ce qui maintient le système hors d'équilibre. Alors il y a un facteur de proportionnalité, que j'appelle zeta ici, et puis il y a un facteur qui est associé à l'orientation de la contrainte. Alors j'ai pas mis d'indice ici, la contrainte c'est un tenseur, donc je ne veux absolument pas parler de tenseur. J'ai fait un petit dessin ici qui devrait pouvoir vous expliquer un peu ce que c'est que cette contrainte. Donc j'aligne les particules dans une phase nématique, et puis je me focalise sur une particule là, et à gauche, j'ai considéré le cas où zeta est négatif. Dans ce cas-là, la contrainte est contractile. Ce que ça veut dire, c'est que le système a tendance à se contracter le long de la particule rouge, ou que la particule rouge, à cause des effets actifs, effectivement, tire sur les particules voisines pour les ramener à elle. Si elle fait ça dans cette direction-là, dans la direction perpendiculaire, le système est dilaté. Donc, il est contracté dans la direction des éléments et dilaté dans la direction perpendiculaire. Alors, la contrainte peut être contractile. La théorie autorise aussi la contrainte à être extensible. Dans ce cas-là, le système a tendance à s'étirer dans la direction des éléments et à se contracter dans la direction perpendiculaire. Et je vous montrerai des exemples de ces deux types de systèmes. Alors, cette contrainte, elle est intéressante parce que elle dépend de l'orientation. Et ça veut dire que si l'orientation n'est pas uniforme, il y a un gradient d'orientation et donc il y a un gradient de contrainte. Et un gradient de contrainte, c'est une force. Et si vous faites une force dans un fluide, vous créez un champ de vitesse. Ça veut dire que dans ces systèmes actifs, j'ai au moins deux façons de créer un champ de vitesse. Une, c'est la méthode classique. On applique un gradient de pression. Et une deuxième, c'est de créer une orientation qui n'est pas uniforme de l'ordre nématique. Alors c'est là-dessus que je vais insister dans tout ce que je vais vous dire maintenant sur les systèmes actifs, et je vais essayer de vous montrer des exemples simples de ça. Alors l'exemple le plus simple,
c'est de prendre un système actif où tous les éléments sont orientés dans la même direction, un état clairement qui existe, c'est que tous les éléments sont dans la même direction et pas de champ de vitesse. Alors c'est un système nématique et aller dans une direction ou dans l'autre, c'est la même probabilité, donc le système n'a aucune raison de bouger. Et puis de regarder s'il est stable ou instable. Alors ce que je veux vous montrer, c'est ce qui se passe quand la contrainte est contractible. Et l'exemple le plus simple, c'est de regarder un film contractile sur une surface solide. Donc la surface solide est là, le film est dans l'épaisseur ici, il y a une surface libre. Et puis, pour la plupart des exemples que je vais vous montrer, au bord, les éléments s'alignent parallèlement aux surfaces. Et là aussi, c'est assez facile de se persuader qu'il y a un état possible où tout le monde est aligné parallèlement aux surfaces et où il n'y a pas d'écoulement. Comment est-ce que je fais une perturbation de cet élément-là? Je tourne un peu la polarisation au milieu ici. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si l'orientation n'est pas uniforme, et quand j'ai tourné la polarisation ou la direction, l'orientation n'est pas uniforme, il y a un gradient de contrainte et ça crée une force qui elle-même crée un écoulement. Donc du fait que j'ai créé un gradient d'orientation ici, ça crée un écoulement. L'écoulement lui-même, il va réagir sur mes éléments ici et il va augmenter la distorsion que j'ai créée. Et il y a une boucle de rétroaction comme ça qui fait que le système ne va pas rester parallèle et va s'écouler spontanément. Alors ça se produit pas si le film est trop petit, parce que les gradients de viscosité, les gradients de vitesse sont trop grands et la viscosité l'empêche de bouger. Mais il y a une épaisseur critique au-dessus de laquelle le film s'écoule spontanément et il y a une brisure de symétrie, soit il s'écoule vers la droite, soit il s'écoule vers la gauche. Il y a une longueur qui apparaît quand on fait ça, qui est la longueur critique où l'écoulement apparaît. Alors j'ai écrit la vraie formule ici, je ne veux surtout pas que vous regardiez cette formule-là. En fait, il n'y a que deux paramètres qui sont importants. Au dénominateur, il y a ce que j'ai appelé la contrainte active, vous voyez ce zeta et ce delta mu là. Donc plus je rends le système actif, plus j'augmente delta mu, plus la longueur critique devient faible. Évidemment, si le système n'est pas actif, delta mu tend vers 0 et mon effet n'existe pas, donc la longueur critique doit être infinie. Et puis il y a une deuxième quantité, kappa. Kappa, c'est l'intensité du couple qui a tendance à ramener les éléments parallèles. Donc c'est ça la longueur critique du problème. Alors je vais vous montrer un exemple qui n'est pas tout à fait celui-là, mais celui-là me paraît le plus simple à expliquer, qui est de regarder une bande à 2 dimensions. Alors je vais vous montrer un film, je vais vous expliquer ce que c'est sur le film. Ce que vous voyez là, c'est une surface solide, une lame de verre, et sur cette lame de verre, on a fait une bande, et sur cette bande, on a mis un composé chimique qui fait que quand on met des cellules, elles restent confinées dans cette bande-là. Donc on confine des cellules dans la bande et puis on fait rien d'autre. Alors c'est des cellules humaines cancéreuses, c'est pas très important. Ce qu'on voit quand même, c'est alors les cellules on les voit pas très, c'est un peu difficile de les voir, mais on voit bien qu'elles sont allongées. Donc c'est exactement ce que j'ai décrit comme un système actif. C'est anisotrope, les cellules consomment de l'énergie et elles peuvent couler. Si vous regardez bien, au bord, c'est facile à voir sur le côté ici que je montre, les cellules sont alignées avec le bord. De ce côté-là, les cellules sont aussi alignées avec le bord, et au milieu, en gros, elles sont à 45 degrés. Donc c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer. L'orientation n'est pas la même partout, il y a un gradient d'orientation, et ça crée un écoulement. Alors si on regarde ce film-là, ça monte sur le côté droit, et ça descend sur le côté gauche. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les ordres de grandeur. Ce que vous voyez tourner à toute vitesse, là, c'est des heures. Donc, en fait, mes collègues, Pascal Silberzan à l'Institut Curie, ils ont été extrêmement patients parce que l'expérience dure 50 heures. C'est-à-dire, elle dure 2 jours. Et sur 2 jours, les vitesses, l'échelle de distance ici, c'est 200 microns. Donc, l'échelle de vitesse, c'est des micromètres par heure. Et dans tout ce que je vais vous montrer, et un de mes exemples, ça va être beaucoup des tissus, c'est ça les ordres de grandeur des vitesses, c'est des micromètres par heure. Donc il y a un écoulement spontané des cellules et cet écoulement se fait à une échelle de taille qui est des micromètres par heure. Et puis ce que je veux faire, et c'est un peu pour vous montrer que le comportement de ce système actif n'est pas du tout intuitif, c'est que je veux regarder ce qui se passe quand on augmente l'activité. Donc je rends le système de plus en plus actif. Alors je vais vous montrer d'autres systèmes qui sont aussi des systèmes d'origine biologique, et vous montrer ce qui se passe quand l'activité est très grande.
et puis après, je reviendrai de façon un peu plus systématique là-dessus. Mon système à gauche, et ça, c'est toujours un système qui est posé sur une surface solide, donc c'est un système à 2 dimensions. C'est des filaments qu'on trouve dans les cellules, je vous en montrerai tout à l'heure, qui s'appellent des microtubules. Et ces microtubules, ils interagissent avec des moteurs moléculaires. Ce que font les moteurs moléculaires, c'est qu'ils font glisser les filaments les uns par rapport aux autres. Alors là, ce qui est anisotrope, c'est les filaments, et ce qui consomme de l'énergie, c'est les moteurs moléculaires, et c'est cette réaction chimique de l'ATP que je mentionnais tout à l'heure qui crée l'énergie. Ça, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis par Zvonimir Dodzik, et donc je vous montre cette expérience sur les microtubules. Alors, je vais grandir le film. Et vous voyez que là aussi, il y a un écoulement spontané, mais par rapport à mon écoulement du film, qui était un cisaillement à peu près pur, ici, c'est complètement désordonné et c'est assez chaotique. Donc, spontanément, si le système est très actif, on a une espèce de chaos qui est à la fois un chaos spatial, vous voyez que spatialement, ça fluctue beaucoup, et puis qu'il y a un chaos temporel. Au cours du temps, tout ça, ça fluctue aléatoirement. Après, il faut bien sûr faire plus que regarder cette image-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mesurer des champs de vitesse. Donc, on mesure, on considère ça comme un fluide. Pardon. On considère les microtubules comme un fluide et on mesure le champ de vitesse. Alors, ce qui est tracé sur l'image de droite, c'est pas le champ de vitesse, c'est la vorticité. Le fluide a tendance à tourner sur lui-même localement et la vitesse de rotation, c'est la moitié de la vorticité. Donc, quand la vitesse de rotation est positive, c'est en rouge. Quand la vitesse de rotation est négative, c'est en bleu. Et vous voyez que la surface est pratiquement pavée de ce que je vais appeler des vortex, qui sont soit des régions bleues, soit des régions rouges. Donc, on a des vortex qui sont dans les deux directions et qui alternent plus ou moins de façon désordonnée sur cette surface-là. Alors, c'est ça qui est assez réminiscent d'écoulement turbulent. Et c'est pour ça que un des noms qui est donné à ce type de phase, c'est la turbulence active. Certains appellent ça du chaos spatio-temporel. Je ne veux pas trop insister sur les noms. On peut rendre la chose encore plus quantitative. Il y a un moyen de définir une surface pour chacune de ces régions qui tournent, pour chacun de ces vortex. Les régions bleues, elles tournent vers le bas, enfin, vers l'arrière du plan, et les régions rouges, elles tournent vers l'avant. Donc, on sait définir les vortex de façon très propre. Alors, je suis en train de vous dire que ça ressemble à de la turbulence, ça, au moins à l'œil. La turbulence dans les systèmes hydrodynamiques, c'est ce qui se passe quand on va à des vitesses très très élevées. Et vous avez plein d'exemples dans la vie courante. Le nombre qui caractérise l'apparition de la turbulence, c'est le nombre de Reynolds. Dans un canal, par exemple, si vous faites couler de l'eau dans un canal, il faut que le nombre de Reynolds soit de quelques milliers. On peut calculer le nombre de Reynolds dans ce système-là. On va trouver 10-5, 10-6, donc c'est 10 ordres de grandeur trop petits pour faire de la turbulence. Donc ça n'a rien à voir avec de la turbulence inertielle, c'est quelque chose qui est dû au fait que ce système consomme de l'énergie, et dans ce cas-là, on sait ce que c'est, hein, c'est les moteurs moléculaires qui font glisser les filaments les uns par rapport aux autres. Alors j'ai un deuxième système ici, qui est à peu près la même chose que le système que je vous ai montré dans l'expérience précédente. C'est des cellules, donc c'est un tissu à 2 dimensions posé sur une surface solide. Sauf que cette fois, c'est pas une bande, toute la surface est recouverte et les cellules se touchent, donc c'est ce qu'on appelle des cellules confluentes. Sur cette image-là, on voit pas grand-chose, sauf que là aussi, il y a des écoulements. On peut regarder les écoulements, alors ils sont un peu difficiles à traquer parce que c'est des microns par heure, donc il faut être un peu patient et avoir des méthodes assez précises. Mais on peut mesurer le champ de vitesse, mesurer la rotation locale et puis tracer cette carte de tourbillon. Alors si vous regardez celle qui est en dessous, c'est à peu près apparent que l'image est à peu près la même. Donc, visiblement, il y a une très forte analogie entre ces deux choses-là. Ce qui est actif là, c'est les cellules elles-mêmes. Donc, au moins pour ces deux exemples-là, quand on rend le système très actif, on va au-delà de cette instabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a cette structure en vortex qui fluctue, et c'est ça que je vais discuter maintenant, qui est ce que je vais appeler de la turbulence active. Alors, c'est un phénomène extrêmement général. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette diapo-là. J'ai simplement mis ça pour vous montrer que maintenant, il y a beaucoup d'expériences qui retrouvent ça. Alors, quantitativement, ce n'est pas toujours la même chose. En particulier, certains des systèmes qui sont là sont pas nématiques, mais sont polaires, donc les propriétés sont un peu différentes.
Et si vous regardez en bas à droite, il y a les deux systèmes que je viens de montrer. Ça, c'est exactement l'expérience que je viens de montrer. Juste au-dessus, vous avez une monocouche de cellules, c'est-à-dire un tissu. La seule différence avec l'expérience que je viens de montrer, c'est que les cellules sont un peu différentes. On observe les mêmes effets avec des bactéries. Alors ça, c'est le premier film que je vous ai montré, que j'avais appelé de la turbulence bactérienne. Ça rentre dans la même catégorie d'objets. Certaines personnes maintenant étudient la turbulence bactérienne, mais à 3 dimensions. Donc on a des structures de tourbillons qui sont plus des tourbillons à 2 dimensions, mais des tourbillons à 3 dimensions. Puis il y en a 2 autres, qui m'amusent un peu et que je trouve l'image très belle en plus. Celles-là, c'est des spermatozoïdes qui sont posés sur une surface, qui sont assez denses. Ils ont un flagelle, le flagelle leur permet d'avancer, donc c'est un système polaire. Et vous voyez ici cette structure en tourbillon qui apparaît spontanément avec ces spermatozoïdes. Et puis le dernier, c'est un système de particules colloïdales, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que cette propriété de chaos spatio-temporel, c'est une propriété générale, je ne sais pas si c'est de tous les systèmes actifs, mais en tout cas d'une grande propriété des systèmes actifs quand le système devient très très actif. Alors je vais essayer de vous montrer ça maintenant de façon un peu plus abstraite. Je vais vous montrer des dessins sur un système qui est très simple. Donc le système qui est très simple, c'est un système qui est nématique et qui est actif. Donc le premier système que je vous décrivais, où je vous ai dit que si je fais une bande, il y a une longueur critique, et si la bande est plus grande que cette longueur critique, il y a un écoulement spontané. Donc la longueur critique, c'est la même que tout à l'heure, elle est proportionnelle à 1 sur la racine de la contrainte active. Un peu comme font toujours les gens en hydrodynamique, on a envie de définir un nombre sans dimension. Alors je vais l'appeler l'activité. Et la seule autre longueur que je connaisse dans ce problème-là, c'est la taille du système. Donc je vais définir une activité qui est la taille du système divisée par la longueur critique, et je le prends au carré parce que comme ça, c'est proportionnel à la contrainte active. Et tout ce que je vais décrire maintenant, c'est des systèmes à 2 dimensions. Donc ce qu'on sait, c'est que quand A est plus grand que 1, alors en fait, pour ces simulations-là, c'est pas 1 parce que il y a des questions de facteurs 4pi ou 4pi2 qui n'ont pas été mis de la même façon, et l'instabilité se produit pour A égale 40, si je le définis comme ça. Donc si A est plus grand que 40, il y a un écoulement spontané qui apparaît. C'est un système qui est contractile et ça fait des bandes. Donc ici, vous avez l'écoulement que je vous ai montré tout à l'heure. La vitesse va vers la gauche dans la partie haute, va vers la droite dans la partie basse. Au départ, je suis parti d'un système qui était orienté complètement horizontalement. Ici, vous avez l'orientation des éléments. Vous voyez qu'au milieu, l'orientation n'est pas du tout parallèle à l'orientation initiale. Donc il y a bien eu cette instabilité qui fait que l'orientation est plus constante. Et c'est le gradient d'orientation qui fait cette structure. Et si mon nombre d'activités, c'est 200, la structure est stationnaire. Il y a un écoulement stationnaire qui est un cisaillement, exactement comme je vous l'ai montré sur les tissus tout à l'heure. Puis ce que je veux faire maintenant, c'est augmenter l'activité. Alors ici, on l'a augmenté à 500. À 500, l'écoulement est encore stationnaire et vous avez des vortex. Mais c'est des vortex qui ne fluctuent pas dans le temps. Et puis, au cœur du vortex, ici, il y a une orientation qui est assez bien définie. Donc, il y a des vortex qui sont des régions avec une orientation assez bien définie. Et puis, il y a un écoulement qui tourne autour du vortex. C'est une espèce d'organisation en vortex. Mais cette organisation est stationnaire. Elle est un peu désordonnée parce qu'on a mis du désordre dans le système. Et puis, je vais être très extrémiste. Je vais passer à des activités qui sont gigantesques. Alors, l'activité gigantesque ici, donc je passe d'un coup de 400 à 5 10 puissance 5. Alors, la façon dont on le fait, c'est une simulation numérique. On garde la taille du système et on augmente la contrainte active. Quand on augmente la contrainte active à 5 10 puissance 5, vous voyez que si on regarde une image figée à un moment donné, ce qui est codé là, c'est l'orientation. Donc, quand c'est rouge, l'orientation, c'est pi. Quand c'est orange, là, c'est 0. Comme c'est nématique, 0 et pi, c'est la même chose. Et quand c'est bleu, c'est perpendiculaire. Ou entre bleu et vert, c'est perpendiculaire. Et vous voyez qu'il y a toutes les couleurs dans l'image. Donc, si je vais à très, très grande activité, le système a complètement perdu la mémoire de son orientation initiale, qui était la direction horizontale ici. Il y a une structure. On voit bien à l'œil qu'il y a une longueur caractéristique. Et cette longueur caractéristique, c'est toujours la même longueur. C'est la longueur LC que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, on peut regarder comment ça évolue avec le temps. Alors, je triche un peu.
Le film est fait pour une valeur de l'activité qui est plus faible, parce que les films à cette valeur de l'activité étaient tellement gros qu'ils ne tournent pas sur mon ordinateur. Donc je vous montre cette image qui est pour une activité plus faible, mais on voit bien ces régions, une orientation assez bien définie, qui fluctuent. Et ça correspond assez bien à l'image qu'on peut avoir d'un système qui est chaotique à la fois en temps et en espace. Si on regarde le champ de vitesse maintenant, il y a des vortex, et les vortex, ils sont à cette toute petite échelle de taille qui sont là. Donc il y a des tout petits vortex, et il y a un système de vortex qui est aléatoire, et il fluctue dans le temps, et il fluctue dans le temps à peu près comme l'orientation ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des corrélations de la vitesse. Ça veut dire que la vitesse à un point donné, elle est corrélée à la vitesse à un point qui est très loin. Et ce qu'on a tracé ici, c'est des domaines sur lesquels la vitesse est corrélée. Vous voyez qu'il y a des corrélations à assez grande portée de la vitesse dans ces systèmes. Alors, on a envie d'être quantitatif. Il y a deux choses que j'ai dessinées là. La première chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, d'où elle vient? Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'effet inertiel, le nombre de Reynolds est 0, donc il n'y a pas d'énergie cinétique dans ce système-là. La chose qu'il y a par contre, c'est de l'énergie élastique. Et l'énergie élastique, elle est due au fait que l'orientation n'est pas uniforme. Et il y a une énergie élastique qui est proportionnelle au carré de la dérivée de l'orientation. Alors la façon dont on fait ça, c'est qu'on choisit une taille, beaucoup plus petite que le système ici, et puis on regarde l'énergie d'un système qui a cette taille-là. Alors, au lieu de le tracer en fonction de la taille, je le trace en fonction du vecteur d'onde qui est 1 sur la taille, et je trace l'énergie en fonction du vecteur d'onde. Et vous voyez qu'il y a un pic. Il y a un pic, et c'est assez naturel. Le pic, il doit correspondre à la taille de ces structures qu'on voit. Parce que c'est à cette taille-là que les gradients d'orientation sont très forts. Donc, si on mesure la position du pic, alors pour passer de la taille au vecteur d'onde, il y a un facteur de pi, on trouve quelque chose qui est tout à fait comparable à la longueur caractéristique LC que je vous ai indiqué tout à l'heure. Il y a une deuxième mesure qu'on peut faire. On peut revenir au vortex, ceux que je vous ai montrés dans les images précédentes, et on peut mesurer l'aire des vortex. Et on peut mesurer la distribution d'air des vortex. Alors ça a été fait par Luca Giomi. Et ce qu'on voit là, c'est la distribution d'air des vortex. C'est tracé en coordonnées semi-logarithmiques. Vous voyez que la distribution est exponentielle, c'est-à-dire c'est exponentielle moins l'air divisé par quelque chose, qui est appelé alpha ici, pardon, sigma ici. Et l'air caractéristique qu'on trouve, eh bien, c'est le carré de la longueur critique. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'il y a vraiment une seule longueur caractéristique dans ce système-là, et que la longueur caractéristique, c'est la longueur, l'épaisseur du système où se produit l'instabilité, ou la position de ce pic-là. Alors, on peut faire des choses un tout petit peu plus sophistiquées, et évidemment, on a envie de comparer ça à la turbulence. Alors, quand on regarde la turbulence, une des grandes choses que les gens qui travaillent sur la turbulence font, c'est qu'ils regardent les spectres d'énergie. Donc, ils se placent, pareil, à une échelle de taille, ou plutôt une échelle de vecteur d'onde donnée, et puis ils regardent le flux d'énergie dans le système. Alors, le flux d'énergie, c'est une énergie qui est injectée. Comment on injecte de l'énergie? En pratique, on injecte de l'énergie parce que le système est actif. Et donc, l'énergie qui est injectée, c'est l'énergie delta mu dont je parlais tout à l'heure. Une autre façon de le voir de façon mécanique, c'est ce que crée cette énergie, c'est ce que j'ai appelé la contrainte active. Et cette contrainte active, elle a une puissance, et l'injection d'énergie dans le système, c'est la puissance de la contrainte active. La contrainte active, elle agit au niveau de tous les éléments, mais le système s'organise, et à la fin, on injecte de l'énergie, surtout à cette taille, qui à nouveau, alors c'est l'inverse du vecteur d'onde, donc c'est l'inverse de ce lambda I qui est toujours ma taille caractéristique. Et puis l'énergie est dissipée. Alors, il y a deux termes de dissipation de l'énergie. C'est un fluide, donc il y a la viscosité, ça c'est la courbe verte. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait des fluctuations d'orientation, ça veut dire que les éléments locaux, ils tournent, et ça dissipe aussi de l'énergie. Il y a une viscosité de rotation qui est associée à ça. Ça, c'est la courbe bleue. Et puis, il y a une troisième chose qui peut arriver à l'énergie, c'est justement qu'il peut y avoir un flux d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie peut passer d'une échelle de taille à l'autre. Alors, dans ce calcul-là, qui est fait pour le modèle le plus simple, on peut prendre l'énergie injectée
on somme les deux énergies dissipées et on trouve que la différence est exactement zéro. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de flux d'énergie, il n'y a pas de cascade d'énergie. L'énergie est injectée à un vecteur d'onde donné et elle est dissipée au même vecteur d'onde. Et c'est même pareil dans l'espace réel. Elle est injectée à une taille donnée et elle est dissipée à cette taille-là. C'est pas toujours vrai. Il peut y avoir des transferts d'énergie, mais ils sont localisés autour de cette taille caractéristique. Et si on regarde à grande échelle, à l'échelle où je vous ai montré les corrélations de vitesse, la dissipation par rotation est négligeable parce que les vortex sont tout petits. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une énergie qui est injectée par la contrainte active et elle est dissipée par la viscosité. C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme avec la turbulence, c'est qu'il n'y a pas de cascade d'énergie dans ce problème-là, ou s'il y a une cascade d'énergie, elle est très très localisée, et elle ne se produit pas sur une grande échelle de taille comme c'est dans les écoulements turbulents. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a vraiment une longueur caractéristique, qui est cette longueur active que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est pas tout à fait la fin de l'histoire de la turbulence, ça. Il y a un aspect topologique à l'histoire de la turbulence. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer de façon un peu qualitative. À nouveau, je prends un tissu à 2 dimensions, donc c'est des cellules posées sur une surface solide. Toujours, c'est des expériences de Pascal Silbervan. C'est pas tout à fait les mêmes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, mais c'est leur petite sœur et elles se comportent exactement de la même façon. Si on fait rien, on voit rien. Donc, on voit quelque chose d'assez uniforme. Ce qu'ils savent faire, c'est marquer les cellules, et c'est ce qui est fait là. Donc, on voit les cellules qui sont allongées. Ce qui est un peu plus clair, c'est les noyaux, par exemple. Donc, ces cellules-là sont assez allongées, et localement, elles sont assez parallèles. Donc, on voit une orientation localement, où toutes les cellules sont parallèles. Et puis, il y a des endroits où l'ordre parallèle n'est pas bien défini. Alors, il y a un endroit ici, où vous voyez cette structure d'ordre 3, où dans cette direction-là, les cellules arrivent dans cette direction. Dans cette direction-là, elles arrivent là, et dans cette direction-là, elles arrivent à 2 π sur 3. Donc, c'est une structure comme ça. Et au centre, ici, je ne sais pas définir d'orientation. Ça s'appelle un défaut topologique. Et puis, le défaut topologique, il a une charge topologique. Si je fais le tour, autour du cœur du défaut ici, je peux regarder de combien tourne l'orientation des éléments. Alors, il faut se prendre un peu la tête pour faire ça. Je ne vais pas vous le faire, mais vous pouvez essayer ce soir. Si je fais un tour, c'est 2 π. Les éléments, ils tournent 2 π. Et si je fais le rapport, la charge topologique, c'est moins π sur 2 π, donc c'est moins 1,5. Donc ça, c'est le défaut bleu. Il y en a 2 ici qui sont pareils, qui ont une espèce de forme de comète ici. Je vous ai mis la forme un peu théorique de ces défauts ici. Le défaut, il est là. Celui-là, si je fais un tour, ça tourne 2 π. Donc celui-là, il a une charge plus 1,5. Alors ces charges, elles sont intéressantes parce que c'est un peu comme l'électrostatique, et il y a même une analogie très forte avec l'électrostatique. Des défauts de charge identiques se repoussent et des défauts de charge opposée s'attirent. Et puis, ce qu'a fait Silbervan, c'est qu'il a regardé le champ de vitesse. Alors il sait, de par les expériences que je vous ai montrées avant, que le tissu est actif. Et donc, il y a possibilité d'avoir un champ de vitesse. Alors, le champ de vitesse, vous l'avez à droite, il y a toujours ces vitesses dramatiquement faibles. Hein. C'est 1 micron par heure. Il y a 2 régions où la vitesse est grande. C'est cette région rouge ici et cette région rouge ici. Ça veut dire que les régions où la vitesse est grande, c'est les défauts de charge plus 1,5. Alors, pourquoi plus 1,5 et pas moins 1,5 ? C'est la symétrie qui nous dit ça. Le défaut plus 1,5, il a une polarité, il a une tête et une queue, et donc c'est pas pareil pour lui d'aller vers l'avant et d'aller vers l'arrière. Le défaut moins 1,5, il n'a pas de polarité, et donc il n'a pas de direction privilégiée dans laquelle il pourrait se déplacer. Alors j'ai un petit dessin là qui a l'air d'un croquis de théoricien, mais c'est pas du tout un croquis de théoricien. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un de ces 2 défauts-là, je sais plus très bien lequel, et puis ils ont suivi sa position. Et vous voyez que celui-là, il se déplace, alors pas tout à fait à vitesse constante, il y a des fluctuations, mais en fait, il y a une direction. Ce tissu est contractile. Quand il est contractile, le défaut se déplace dans cette direction-là. Quand il est extensile, il se déplace dans la direction opposée. Le défaut moins 1,5, il n'a pas de direction privilégiée et il diffuse autour de lui-même. Il se déplace, mais c'est juste du bruit. Donc c'est ça qui se passe quand on a une monocouche, j'allais dire, qui est calme, qui n'est pas trop active. Maintenant, ce que je veux faire, c'est regarder
des systèmes qui sont très actifs. Alors avant ça, je vais vous décrire, je vous ai dit, il y a un champ de vitesse autour du défaut. En fait, on peut calculer ce champ de vitesse. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Et comme tout à l'heure, ce que j'ai tracé, c'est pas la vitesse, c'est la vorticité. Donc le cœur du défaut, c'est le centre ici. Le défaut a une forme en comète comme ça. Et vous voyez qu'il y a un vortex en haut. Donc le vortex en haut, l'écoulement est comme ça. Donc ça tourne dans ce sens-là. Un vortex en bas, ça tourne dans la direction opposée. Les deux vortex s'ajoutent au cœur et c'est ça qui crée le mouvement du défaut. Mais le message important, c'est que les défauts plus 1,5, ils sont couplés à des vortex et qu'il y a deux vortex de signes opposés autour d'un défaut de charge plus 1,5. Les défauts de charge moins 1,5, c'est un peu plus difficile à expliquer. Ils ont une symétrie d'ordre 3, donc ils sont associés à 6 vortex, 3 dans chaque sens. Maintenant, ce que je vais faire là, c'est juste revenir à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc mon image avec les microtubules. Et je vais vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça, c'est un système actif qui est extensif. Alors, ce que ça veut dire que c'est extensif, c'est que si vous suivez une bande de pneumatique ici, elle a envie de s'étirer. Elle a envie de s'étirer, mais elle n'a pas la place, donc elle flambe. Et quand elle flambe, vous allez voir des défauts qui apparaissent. Alors ici, par exemple, vous avez le défaut en forme de comète qui est un défaut plus 1,5, et puis ici, vous avez un défaut moins 1,5. Donc, ce qui se passe dans cet écoulement que j'ai qualifié de turbulence active, c'est qu'il y a une génération de défauts qui est associée au flambage de ces bandes qui s'étirent, et puis il y a une annihilation des défauts parce que les défauts plus et moins s'attirent et s'annihilent. Donc, en plus de l'écoulement et de l'orientation, il y a une question de défauts, et les défauts sont couplés au vortex parce que dès qu'un défaut apparaît, ça se couple à un vortex à cause de l'écoulement autour du défaut. Alors, c'est ce qu'il y a sur l'image que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ici, vous avez les vortex. Ici, vous avez les défauts. Les bleus, ils sont moins 1,5. Les rouges, ils sont plus 1,5. Et si vous essayez de superposer ces images, vous vous apercevez qu'il y a un couplage entre la vorticité et les défauts topologiques. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les systèmes actifs en général. Le message, c'est que c'est des systèmes qui coulent tout seuls, ils coulent spontanément si l'activité est suffisamment grande, et ils peuvent devenir extrêmement désordonnés et ressembler au moins à l'œil à des systèmes turbulents. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer des exemples où on va regarder non plus des systèmes modèles ou utiliser les systèmes biologiques comme des systèmes modèles, mais des exemples où on va étudier des vraies questions biologiques. Et la première question sur laquelle je voudrais vous montrer une application de cette approche de matière active, c'est la division cellulaire. Alors avant ça, il faut que je vous dise un tout petit peu plus sur la cellule. Ce que vous avez là, c'est une cellule, alors je ne sais même plus laquelle c'est, où on a marqué l'intérieur de la cellule. Il y a deux types de marquage, il y a un marquage qui est vert et il y a un marquage qui est rouge. Et ce que vous voyez, c'est que les deux types de marquage font apparaître des filaments. Donc à l'intérieur d'une cellule, il y a des filaments, et en fait les cellules sont élastiques, et c'est ces filaments qui créent l'élasticité de la cellule. Alors les verts, c'est les microtubules, c'est ceux que je viens de vous montrer, là, qui créent cet écoulement turbulent. Et ceux qui vont m'intéresser maintenant, c'est les filaments rouges, qui sont des filaments d'actine. Les filaments d'actine, ils interagissent avec des moteurs moléculaires à nouveau. Alors là, vous avez une animation qui vous montre un moteur moléculaire. C'est quelque chose qui a deux têtes et une queue. Ça s'accroche au filament d'actine. Voilà, il s'accroche au filament d'actine, il change de conformation et ça crée une force sur le filament d'actine. Alors, si vous accrochez deux moteurs moléculaires comme ça, ils peuvent s'accrocher à deux filaments d'actine, tirer sur les filaments d'actine et ça va créer des contraintes contractiles. Donc, si on regarde ces moteurs moléculaires plus l'actine, ça fait ce que j'appelais tout à l'heure un gel actif, et je peux utiliser ma théorie des gels actifs pour décrire ces systèmes-là. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on a écrit cette théorie des gels actifs, c'est pour décrire ce comportement de l'actine qui interagit avec des moteurs. Une autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est où est l'actine dans une cellule. Alors, dans certaines cellules, elle est un peu partout, mais dans la plupart des cellules, elle est au voisinage de la membrane. Alors, ce qu'on voit là, c'est une image du bord d'une cellule. Donc ça, c'est la membrane de la cellule en rouge. Et puis, ce qui est en vert, c'est pas l'actine, c'est la myosine. Mais on sait que la myosine, dans une cellule, elle interagit toujours avec de l'actine. Il y a des expériences qui montrent bien ça. Et donc,
au voisinage de la membrane, il y a une couche d'actine et de myosine. L'actine interagit avec la myosine, et donc il y a une couche de système actif qui est collée sur la membrane de la cellule. Donc ça, c'est de la microscopie optique. En fait, on sait faire de la microscopie électronique sur cette chose-là. Donc la membrane de la cellule qui est rouge ici, elle est bleue de ce côté-là. Ici, vous avez les filaments d'actine, et puis les petits points verts, c'est les moteurs moléculaires. Alors sur cette couche-là, sur cette image-là, on peut mesurer l'épaisseur de la couche. L'épaisseur de la couche, c'est quelque chose comme 200 nanomètres. Le point sur lequel je veux insister, c'est que cette couche, elle se contracte, et la tendance, l'orientation, c'est plutôt dans la direction parallèle à la membrane. Donc elle a tendance à se contracter parallèlement à la membrane, et ça veut dire que ça met la membrane sous tension. Donc l'effet de l'activité dans ce système-là, c'est de mettre la surface de la cellule sous tension. Alors, ce que je veux essayer de vous montrer maintenant, c'est pourquoi ça c'est utile pour étudier la division cellulaire. Alors, ce que je vous montre ici, c'est des expériences sur des cellules qui sont assez grosses. C'est des cellules que les biologistes aiment bien pour étudier la division cellulaire parce que les expériences sont faciles à faire. C'est des œufs d'oursin. Donc, ils font plutôt 50 microns que quelques microns. Ce qui est marqué ici, qui est violet foncé, c'est les moteurs moléculaires. Donc, vous avez bien les moteurs moléculaires sur la surface, et ça, c'est la couche corticale dont je parlais. Et la couche corticale, ça crée une tension, et si vous prenez quelque chose qui est fluide et que vous lui mettez une tension, ça c'est exactement l'histoire du capitaine Haddock quand il va sur la Lune, ça fait une sphère. Et le whisky du capitaine Haddock, il fait une sphère, et les cellules qui sont mises sous tension par la tension de la couche d'actine corticale, elles forment une sphère. Ce qui est marqué en vert, c'est les chromosomes. Donc quand la cellule se sépare, quand la cellule se divise, les chromosomes se séparent. Donc ici, vous avez la métaphase, où il y a une plaque qui se forme, et puis les chromosomes se séparent. C'est pas ça l'étape qui m'intéresse, c'est que une fois que les chromosomes se sont séparés, il faut couper la cellule en deux. Alors cette étape, qui est la fin de la division cellulaire, où la cellule se coupe en deux, ça s'appelle la cytocinèse. Comment est-ce que ça se passe, la cytocinèse? Mais si vous regardez cette image-là, il y a une très forte intensité de myosine ici. Donc une très forte intensité de moteur moléculaire. Ça veut dire qu'il y a un signal chimique qui recrute les moteurs moléculaires à cet endroit-là et qui augmente la tension à cet endroit-là. Alors la cellule, elle n'est pas à deux dimensions, hein, c'est une sphère ici c'est déjà un petit cylindre parce qu'elle a commencé à se diviser. Mais si vous créez une tension très forte au milieu d'un petit cylindre, c'est comme si vous aviez un anneau, et cet anneau est sous tension très forte, donc il va pincer la cellule. Donc le mécanisme de division, c'est que la contrainte active est très grande ici, et la contrainte active très grande, ça pince la cellule, elle prend cette forme de cacahuète, et puis la cacahuète se pince, jusqu'à arriver à devenir très très petite, puis après il y a un mécanisme qui coupe la liaison entre les deux cellules. Alors, une autre image, cette fois réelle, c'est celle-là, où je pars d'une cellule qui est ronde. Ici, elle a commencé sa cytocinèse, donc vous voyez que la cellule prend sa forme de cacahuète, ça se contracte, et je peux vous montrer un film de cette chose-là. Donc de ce côté-là, vous avez une cellule qui se coupe en deux. Et puis si vous regardez du côté droit, je supprime ici, si vous regardez du côté droit, cette cellule, elle commence à se diviser, et puis elle n'y arrive pas, et elle relâche. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Elle n'y arrive pas parce que la concentration en myosine ici n'est pas assez grande, la contrainte active n'est pas assez grande, et elle n'arrive pas à pincer la cellule. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'une sphère comme ça, et on a appliqué la théorie que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire, on a mis une contrainte active, on a fait ce que nous dit l'image, on a augmenté la contrainte active de ce côté-là, et puis on a regardé ce qui se passe. Donc on part d'une cellule sphérique, on crée la contrainte active et on regarde ce qui se passe. Hop, vous voyez, ça se contracte. Et puis on peut mesurer la forme. Et puis on arrive ici, et le mécanisme final, on ne le comprend pas bien, et il y a d'autres éléments biochimiques qui se produisent. Ça, c'est des images du film, et évidemment, on les a comparées, on arrive en ajustant les paramètres à superposer parfaitement les images du film aux images des cellules qui se divisent. Je vais repasser le film pour vous montrer autre chose. Si vous regardez la couche externe ici, qui est la couche d'actine, il y a des points dans cette couche-là, et vous allez voir que ces points bougent, ils bougent vers le centre. Donc je vous le repasse, regardez bien les points qui bougent vers le centre.
Ça veut dire qu'il y a un écoulement de l'actine du pôle ici vers l'équateur. Vous voyez ces points, hop, ils bougent vers le centre et l'actine est recrutée vers l'équateur. Alors, elle est éliminée à l'équateur, c'est pour ça qu'elle ne s'accumule pas trop. Mais en plus du mécanisme de contraction que je vous ai décrit, il y a un écoulement de l'actine du pôle vers l'équateur. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet écoulement d'actine? Ben, je vous ai dit, la contrainte active, elle est augmentée ici, elle est plus petite là. Donc, si je me déplace maintenant le long de la surface, il y a un gradient de contrainte active et ça doit créer un écoulement de l'actine dans la surface. Donc ça, c'est exactement l'effet que je vous décrivais au début pour mon instabilité de mouvement, c'est que la contrainte active n'est pas homogène, et si la contrainte active n'est pas homogène, ça crée un écoulement, et ça crée cet écoulement qui va du pôle vers l'équateur ici. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que cette étape de la cytokinèse, on peut l'expliquer avec des arguments qui sont purement mécaniques. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit que la surface, c'était un système actif. Alors, je triche un peu en vous disant ça, parce qu'il a fallu que je mette la condition initiale ici. Il a fallu que je rajoute que la contrainte active était plus grande sur l'équateur de la cellule. On pourrait imaginer qu'il n'y a même pas besoin de ça. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que cette situation-là, où la membrane est homogène, est instable, et que spontanément, les moteurs moléculaires se contractent à ces endroits-là. C'est quelque chose qui est possible, qu'on n'a pas étudié tout à fait en détail, mais on connaît des exemples où ce type d'instabilité existe, et donc il se pourrait même qu'on puisse expliquer presque toute la cytokinèse uniquement à partir d'arguments mécaniques. Alors je pense que les deux effets existent, je pense qu'il y a vraiment un signal biochimique, et les biologistes connaissent bien ces signaux biochimiques, mais il se pourrait que même pour cette étape qui apparaît ici comme de la biochimie, il y ait aussi un signal mécanique. Donc voilà mon premier exemple. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, Bertrand? Oui, bien sûr, oui, termine. Je peux vous montrer un deuxième exemple. Je vais peut-être aller... je vais vous montrer celui-là parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment et que j'aime bien ça. C'est l'histoire du battement des cils. Donc, je vous ai mis ici des exemples de systèmes biologiques où il y a des cils qui battent. Dans celui-là, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. C'est un spermatozoïde. Et ce spermatozoïde, il a un flagelle. Et le flagelle, il bat, il émet une onde ici. L'onde est poussée vers l'arrière. Et c'est le mouvement de réaction qui fait que le spermatozoïde est propulsé. Ce qui fait le flagelle du spermatozoïde, c'est encore ces filaments microtubules que je décrivais tout à l'heure. Je vous ai montré deux autres exemples. Ça, c'est le mucus des voies respiratoires. Vous voyez qu'à la surface du mucus, ici, il y a une assemblée de cils, et que ces cils, ils battent, mais de façon organisée. Ils battent tous ensemble, ils font une onde, et cette onde s'appelle une onde métachronale. Ils ont besoin de cette synchronisation. Ce que c'est censé faire, c'est faire circuler le liquide autour de cette onde métachronale. Ici, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à l'onde métachronale. C'est le cerveau humain. Donc, c'est des photos qui m'ont été données par Nathalie Spassky à l'école normale, ça. Et il y a une région du cerveau qui s'appelle le ventricule, qui est une poche de fluide, et c'est là qu'est le fluide cérébrospinal. Il faut faire circuler le fluide cérébrospinal. Et comment est-ce qu'on fait circuler le fluide cérébrospinal? Il y a des cils. Ces cils battent, ils battent de façon synchronisée, et ça crée un écoulement des cils cérébrospinal, du fluide cérébrospinal. Donc, il y a énormément d'enjeux en biologie à comprendre le battement d'un cil. Et ce que je veux vous montrer, c'est une expérience qui est un peu différente, où on a, alors c'est pas moi, c'est Pascal Martin à l'Institut Curie, qui a reconstitué des cils artificiels. Alors, ces cils artificiels, ils ne sont pas faits des filaments qui sont des microtubules, ils sont faits de l'autre type de filaments qui sont des myosines. Et la façon dont il le fait, et il l'a fait par hasard au début, mais il s'est aperçu que c'était un système intéressant, c'est il regarde une surface sur laquelle il a mis des protéines qui permettent à l'actine de faire des filaments. Donc, ça permet à l'actine de polymériser. La surface se couvre d'actine, et puis quand la surface est couverte, il y a des filaments d'actine qui sortent vers l'extérieur et qui se détachent de la surface. Donc, au bord, ici, on a des filaments d'actine qui flottent, et puis il rajoute des moteurs moléculaires, les mêmes que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est que ces filaments d'actine qui ici sont individuels, se sont assemblés et forment des espèces de faisceaux de filaments dactyles qui ressemblent à des cils. Donc ça fait une espèce de pieuvre. J'aime beaucoup
cette image-là, mais le film ne marche pas sur mon ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, alors je ne sais plus lequel c'est, peut-être celui-là, un film d'un de ces filaments. Et ce qui est marqué en rouge, c'est la ligne centrale du filament. Donc, voilà ce qui se passe. C'est que ce cil, il bat exactement comme un spermatozoïde, comme le flagelle d'un spermatozoïde. Donc, la seule chose dont on a besoin, c'est des filaments et des moteurs moléculaires. Alors, on peut regarder où sont les moteurs moléculaires. Ce film-là est plus difficile à voir, mais ce qui est marqué et qui est clair, c'est la position des moteurs moléculaires le long du filament. Alors, les moteurs moléculaires, hop, c'est clair ici. Donc, il y a une onde de moteurs moléculaires qui part de l'endroit ici où c'est très courbé et qui s'échappe vers le bout. Il se réaccroche quand c'est très courbé et il s'échappe vers le bout. Donc, il y a deux ondes couplées. Il y a une onde qui est l'onde mécanique, et puis il y a une onde de moteur moléculaire qui se propage le long du filament. Alors, ce que je veux commencer par vous expliquer, c'est pourquoi est-ce que les moteurs moléculaires, c'est suffisant pour créer des battements. Et l'idée, c'est de simplifier terriblement les filaments et de dire, j'ai deux actines parallèles. Donc, j'ai deux filaments d'actine ici. S'ils sont parfaitement symétriques, il y a des moteurs accrochés à un, il y a des moteurs accrochés à l'autre. Le moteur qui est accroché à l'un, il va s'attacher au moteur accroché à l'autre et il donne un petit coup. Et il y a un moteur ici qui est accroché à l'autre, ça tire dans l'autre sens et il ne se passe pas grand-chose. Sauf que les moteurs, ils ne sont pas accrochés en permanence. Donc ces moteurs qui sont là, ils peuvent se détacher et à un moment, il peut y avoir des moteurs que d'un côté. Donc plus de moteurs d'un côté que de l'autre. Et ici, j'ai pris le cas extrême où il y aurait des moteurs que d'un côté. Donc, si vous accrochez par la queue les moteurs sur le filament externe, ils veulent marcher dans cette direction-là. Donc, les têtes des moteurs qui sont là veulent marcher dans cette direction-là. Et ça va pousser le filament vers là. Donc, ce que ça veut faire, c'est faire glisser les filaments l'un par rapport à l'autre. Mais si les filaments ils sont bloqués ici, la seule façon de rendre ce filament plus court que l'autre, c'est de le courber. Donc, tant que c'est symétrique, mes deux filaments ils restent droits. Dès que c'est asymétrique, s'il y a plus de moteurs d'un côté, ils vont se courber dans cette direction-là. Et s'il y a plus de moteurs de l'autre côté, ils se courbent dans cette direction-là. Et en fait, le filament droit est instable. La courbure apparaît spontanément. Et quand la courbure apparaît, le filament se met à battre spontanément. Donc en fait, après, si on veut décrire ça de façon quantitative, la procédure est exactement la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure pour les systèmes actifs. On identifie les variables qui nous intéressent, par exemple la courbure du filament et la densité en moteur, dans ce cas-là. Et puis, on utilise les symétries du problème. À la fin, ce qu'on obtient, c'est un équilibre d'attachement et de détachement des moteurs. Et pour bien expliquer le système, il faut supposer que l'attachement des moteurs dépend de la courbure du filament. Il y a une force de friction. Et ce qui domine dans ces systèmes-là, quand un filament bouge par rapport à l'autre, quand il se courbe, c'est une friction interne du filament. Il y a une friction hydrodynamique, mais on pense que la friction hydrodynamique est négligeable. Due à la déformation des filaments est négligeable quand le filament bat. Et puis, il y a un couple dû au moteur. Ça, c'est les moteurs qui s'accrochent de l'autre côté et qui créent des couples. Et puis, quand vous courbez le filament, il y a un couple qui tend à le redresser. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans la théorie. On obtient tout ça uniquement par des arguments de symétrie, et puis après on résout les équations. Donc voilà les solutions numériques de nos équations. Là vous avez l'onde mécanique, vous avez l'onde mécanique qui bat. Je vais vous montrer dans une minute que le battement a exactement la même forme que le battement expérimental. La différence avec ce cas-là, c'est qu'il y a beaucoup de filaments d'actine dans ce faisceau, il y en a 1 millier à peu près, et qu'il s'amincit en allant vers le bout, donc il y a de moins en moins de filaments, donc il faut prendre ça en compte. C'est bien plus facile de le courber au bout que ce que c'est de le courber au bout. Et puis il y a une deuxième image ici, où on regarde la densité en moteur. Donc il y a très peu de moteurs vers la surface ici. Les moteurs, ils apparaissent à cet endroit-là. Donc je laisse ma souris, et hop, vous voyez les moteurs qui apparaissent, qui se propagent jusqu'au bout. Quand ils se sont échappés au bout, ils se réaccrochent ici et ils vont jusqu'au bout. Donc il y a une onde de moteur, et ce que nous dit l'expérience, c'est que l'onde de moteur, elle va 2 fois plus vite que l'onde mécanique. Ça nous a
perturbé pas mal, et puis on a mis beaucoup de temps à résoudre ça. Si on veut trouver ça, ce qu'il faut écrire, c'est que l'attachement des moteurs dépend de la courbure. Il ne dépend pas du signe de la courbure, et il dépend du carré de la courbure. Donc ça nous dit que la fréquence de l'onde de moteur, c'est le double. Et puis après, il faut écrire que les moteurs se déplacent. Et là, on arrive à décrire l'onde de moteur à peu près correctement. Alors, pour rendre ça quantitatif, je vais simplement discuter la première image. Ça, c'est l'onde mécanique. Donc là, ce qui est représenté, c'est les formes. Chaque couleur, c'est une forme du filament, du cil dans l'expérience à des instants différents. Et puis, on a cette espèce d'enveloppe en forme de 8, qui est l'enveloppe de toutes les formes du cil à des instants différents. Et ça, c'est le modèle qu'on a fait. Vous voyez qu'on retrouve bien la forme de 8. Ici, c'est un peu plus court. Ceci dit, l'expérience ne mesure pas bien ce qui se passe ici, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et à partir de ces données-là, on arrive à comparer l'expérience à la théorie et à tirer les quantités phénoménologiques qu'on a mis dans la théorie. Alors vous allez me dire, c'est un jeu de théoricien. C'est un peu plus qu'un jeu de théoricien, parce que ce que nous suggère la théorie quand même, c'est que ça veut dire, pour que ça marche, qu'il faut que les moteurs moléculaires s'accrochent d'une façon qui dépend de la courbure. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la littérature. Donc ça suggère que, pour expliquer les formes de cils qui battent comme ça, il faut introduire une dépendance de l'accrochage des moteurs moléculaires en courbure. Maintenant qu'on a cette idée-là, on peut essayer de la tester au niveau moléculaire, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire maintenant. Alors j'ai parlé assez longtemps, je vais vous sauter mon dernier exemple, qui est un exemple sur les tissus, et qui raconte ce qu'on essaye de faire en ce moment sur les tissus cancéreux. Je vais vous passer ma slide de conclusion, qui est un peu mon plaidoyer pour la physique, pour la biologie. Le message peut-être le plus important, c'est que en utilisant des modèles théoriques assez simples, il est un peu compliqué quantitativement, mais par rapport au processus biologique, il est extrêmement simple, on arrive à expliquer quantitativement des processus biologiques. Alors évidemment, on ne veut pas s'intéresser à des processus trop détaillés qui dépendent des détails biochimiques et des choses comme ça. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'écrire des processus que j'appellerais génériques, c'est-à-dire comment est-ce qu'une cellule peut se séparer en deux, ou comment est-ce qu'un cil peut battre. Et l'autre caractéristique de ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des modèles théoriques à ce que j'appelle ici une échelle mésoscopique, c'est-à-dire que je ne veux jamais descendre à l'échelle du constituant élémentaire, c'est-à-dire que je ne veux jamais descendre à la description de la forme d'un moteur moléculaire. Et on peut essayer de faire ça, et j'ai déjà joué à des choses comme ça, et c'est assez passionnant aussi, mais ça rend les choses beaucoup, beaucoup trop compliquées, et on n'arrive pas à avoir les effets collectifs qu'on décrit. Donc, une chose qui est importante, c'est que les biologistes savent plein de choses à l'échelle moléculaire, il faut arriver à en ignorer une partie pour arriver à faire ces théories mésoscopiques. Mon deuxième point, c'est que en faisant ça, on découvre des nouveaux problèmes de physique. Et des problèmes de physique qui apportent des idées nouvelles en physique. Alors j'en ai mis plusieurs ici. La première, j'ai parlé beaucoup de moteurs moléculaires. On peut faire des modèles de moteurs moléculaires. Et les modèles de moteurs moléculaires, c'est devenu des cas d'école maintenant pour la physique statistique hors d'équilibre. La matière active, alors elle est apparue de plusieurs façons, mais en tout cas chez nous, elle est apparue parce que on voulait faire exactement ça sur le comportement de ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, et c'est comme ça qu'on a réussi à construire la matière active. Un troisième exemple, je vous ai dit que les tissus s'écoulaient, ils avaient des champs de vitesse. C'était un peu ça ma troisième partie. Comment est-ce qu'on peut décrire l'hydrodynamique des tissus? C'est presque comme un liquide, sauf qu'il y a de la division cellulaire et de la mort cellulaire, et ça crée des spécificités, une hydrodynamique qui est quantitativement et assez différente de celle qu'on aurait pour de l'eau ou de l'huile. Et le dernier point, c'est où est-ce qu'on veut aller? Il me semble, moi, qu'un des grands challenges, c'est de rendre la biologie quantitative. Et je crois que ça ne peut se faire qu'avec une approche qui est multidisciplinaire. Certainement, ça part des biologistes. Il me semble, et c'est ça dont je voudrais essayer de vous convaincre, que les physiciens ont leur mot à dire, mais pas que. Je pense qu'il y a tout un tas d'autres disciplines qui ont leur mot à dire, des informaticiens, des mathématiciens. En particulier, tous les processus biologiques sont régulés, il y a de la signalisation, et il faut prendre tout ça en compte. C'est souvent des mécanismes biochimiques. Et puis, il y a tout ce qui est génomique aussi.
Et je pense que la biologie ne sera quantitative que quand on aura associé tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je suis prêt à répondre aux questions. Tu as déjà une question en Q&R, si tu regardes, posée par Philippe Schum. Il y a deux questions même. La réactivation chimique avec la température. Vous pouvez dire que... Alors, la question c'est... Bonjour, la première question c'est la réaction chimique venant de l'ATP et le lien avec la température que vous avez mentionné. Donc, l'énergie dans les systèmes biologiques, enfin au moins à l'échelle de la cellule, elle vient d'une réaction chimique qui est l'hydrolyse de l'ATP. Donc l'ATP se coupe et perd une molécule d'eau. Donc on passe de l'ATP, perd un phosphate, pardon, on passe de l'ATP à l'ADP, l'adénosine triphosphate, à l'adénosine diphosphate. Si toute l'énergie est récupérée, alors c'est pas l'énergie qui est récupérée, c'est l'énergie libre. Et si on compte l'énergie libre de cette réaction-là, ce que j'ai dit, c'est que la valeur de l'énergie libre, c'est 25 kT. Alors, bon, j'aime bien la physique statistique, et aimant bien la physique statistique, j'ai l'habitude de mesurer les énergies en termes de kT, où K, c'est la constante de Boltzmann, et T, c'est la température. C'est important de le faire comme ça, parce que il y a beaucoup de fluctuations dans les cellules, et on a envie de comparer les énergies aux fluctuations thermiques. Donc, toute énergie qui est plus grande que la fluctuation thermique fait que la fluctuation est négligeable. Et si l'hydrolyse de l'ATP, c'est 25 kT, comme ces choses-là vont dans des exponentielles, ça veut dire que les fluctuations purement thermiques à la température ambiante sont négligeables et que les fluctuations, c'est des fluctuations actives, c'est-à-dire qui viennent des systèmes actifs. Donc voilà ce que, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est ce que j'ai envie de dire. Notre question concerne les systèmes de cellules et de filaments. Qu'en est-il de ces turbulences ou mouvements en absence de gravité ou avec une gravité différente? Dans ces systèmes-là, la différence de densité due à la gravité est assez faible. Et donc, j'ai jamais trop essayé de calculer l'ordre de grandeur, mais si on calcule un ordre de grandeur, je suis tout à fait sûr que la gravité est complètement négligeable dans ces expériences-là. Donc, ce qui compte, c'est la façon dont les moteurs font glisser les filaments les uns par rapport aux autres. Après, il y a une question compliquée qui est: le cerveau fonctionne-t-il de la sorte? Alors, ma réponse, c'est que je vais revenir presque à la première chose que j'ai dit, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aborder la biophysique et que je ne crois pas qu'avec des idées assez simples, on arrivera à comprendre le fonctionnement du cerveau. Et ce qui fait le fonctionnement du cerveau, c'est certainement des systèmes d'effets collectifs ou de connexion entre les neurones dont je ne pense pas qu'on puisse les aborder comme ça. Après, des idées qui viennent de la matière active ou de la matière molle peuvent être utiles pour étudier certaines propriétés du cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images du cerveau. La surface est complètement froissée, par exemple. Et il y a tout un tas de gens qui étudient ce froissement de la surface du cerveau, alors comme une instabilité, pas hydrodynamique cette fois, mais c'est une instabilité de solide en croissance qui s'appelle l'instabilité de Biot. Et c'est des instabilités qu'on arrive à reproduire in vitro avec des systèmes qui sont déjà. Donc le comportement global du cerveau, certainement pas. Certaines propriétés du cerveau, oui, bien sûr. On peut utiliser ces lois de la physique, même peut-être de la matière active, pour décrire certaines propriétés du cerveau. Une autre que je peux vous mentionner, j'ai montré ces cils des cellules épandymères, et je vous ai dit, ça sert à propulser le fluide cérébrospinal. C'est important qu'il y ait un écoulement du fluide cérébrospinal. Par exemple, on dit souvent qu'à partir de 20 ans, on ne régénère pas des neurones. C'est pas vrai, ça. Toute sa vie, on régénère des neurones, et en particulier des neurones du système olfactif. Et ces neurones-là, il faut qu'ils soient bien orientés dans le cerveau, bien polarisés, et c'est l'écoulement du fluide cérébrospinal, enfin au moins en grande partie l'écoulement du fluide cérébrospinal, qui oriente ces neurones et les guide vers l'endroit où ils doivent aller dans le cerveau. Et c'est là-dessus que travaille Nathalie Spassky, et c'est pour ça qu'elle était intéressée par les écoulements créés par des cils et que j'avais été discuter avec elle.
Est-ce qu'il y a, si donc les participants peuvent poser d'autres questions via le Q et R que vous trouvez sur Zoom. En attendant, j'ai une question pour toi, Jean-François. Dans la cytokinèse, quand la cellule se réplique, qu'est-ce qui envoie le signal pour que les myosines se mettent au bon endroit? Parce qu'évidemment, il y a les deux chromosomes qui sont séparés, qui mettent une dissymétrie dans la cellule. Ouais. Et il faut absolument que ça soit fait perpendiculairement. Ce que je peux te dire, c'est, j'allais dire la version officielle. Alors, quand les chromosomes se séparent, il y a un faisceau mitotique, et les chromosomes sont au milieu du faisceau mitotique, et ce faisceau mitotique, il est fait de microtubules. Et ce que disent les biologistes, et en tout cas c'est certainement une partie de la réponse, c'est que c'est l'extrémité des microtubules qui déclenche une signalisation biochimique qui permet d'avoir plus de moteurs à cet endroit-là. Et c'est parfaitement bien centré, donc ça amène les moteurs à l'équateur. Moi, j'exclus toujours pas qu'il n'y ait pas une instabilité mécanique qui fait que les moteurs se concentrent tout seuls à cet endroit-là. L'explication biochimique, c'est ça, c'est l'extrémité des microtubules qui déclenche la cascade qui permet aux myosines d'arriver à cet endroit. Mais les microtubules, si je me souviens bien, ils sont... Attends, où est-ce qu'ils sont, ces microtubules? Ils sont par rapport aux chromosomes. Alors, ils ont un bout plus et un bout moins. Ils forment un faisceau. Donc, il y a deux pôles du faisceau. Là, il y a les bouts moins. Après, le faisceau s'ouvre et les deux morceaux venant des deux extrémités se rencontrent au milieu. Et les chromosomes, ils sont au milieu du faisceau. Et ça correspond à l'équateur de la cellule. Mais les biologistes n'ont pas une idée précise de la manière dont les microtubules agiraient pour marquer l'équateur. Alors, après, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? Je ne sais pas te le décrire, hein, mais l'évidence pour que ça existe, elle est très forte. Et je pense que c'est assez général, ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans QNR? Pas pour l'instant. Hugues. Il y en a trois. Hugues et... Si, bonjour. Le troisième. Dans les mouvements des cils, avez-vous une explication de l'activation et désactivation des moteurs moléculaires? Quel est le mécanisme qui génère onde de moteur? Les moteurs, donc quand le cil est formé, les moteurs moléculaires, ils sont pas liés de façon permanente au filament d'actine, ils s'accrochent et ils se décrochent au filament d'actine. Et c'est ce mécanisme d'accrochage et de décrochage qui crée l'onde de moteur. Après, les moteurs eux-mêmes, ils ont tendance à se déplacer le long des filaments d'actine. Et pour arriver à expliquer l'expérience, il faut mettre ces deux effets, c'est-à-dire le phénomène d'accrochage et de décrochage et le mouvement global des moteurs moléculaires vers l'extrémité. Application sur les cellules souches. Oui, alors, je ne peux pas donner d'application sur les cellules souches avec ce que j'ai dit. Il s'avère que la troisième partie, dont je n'ai pas parlé, portait sur les sphéroïdes, qui sont des agrégats de cellules, et que on travaille en ce moment sur des agrégats de solides qui ne sont pas des sphères, mais qui sont ce que les gens appellent des cystes, qui sont des couches qui sont des sphères, mais où les solides ne sont que sur la surface. Et ces choses-là sont assez utilisées pour contrôler la différenciation des cellules souches. Donc, en tout cas, pour moi, physicien, c'est un peu ça l'endroit où j'ai touché les cellules souches, c'est les conditions physiques dans lesquelles leur différenciation se produit, et ça dépend un peu des conditions de tension dans les cellules qui sont dans ces cystes. Il y a aussi une histoire de cellules souches cancéreuses, hein, la partie que je ne vous ai pas montrée parle de sphéroïdes. Les sphéroïdes, il y a un intérêt à comprendre le rôle des cellules souches cancéreuses là-dedans, mais j'en sais pas assez pour commenter là-dessus. Je crois que Hugues Châtet voulait poser une question. Non, Kiron a levé la main plusieurs fois. Ah, c'était Kiron? Ah, pardon. Oui. Alors, Kiron, à toi. Bonsoir Jean-François, merci beaucoup pour votre exposé. Merci, c'est toujours un plaisir de vous écouter. J'avais juste une ou deux petites questions, notamment sur la première partie, vous avez bien évidemment insisté sur
sur les différences entre turbulence active et turbulence hydrodynamique, turbulence inertielle, et notamment le fait qu'il n'y ait pas de cascade d'énergie, donc que tout se passe à une échelle donnée. Alors ça veut dire, par exemple, que ces belles lois d'échelle à la Kolmogorov moins 5 tiers, tout ça n'existe pas. Et aussi, est-ce qu'il y a des scaling dans ces choses-là? Ou est-ce qu'il y a aussi alors, la deuxième question qui allait avec, est-ce que tous ces scénarios qu'on a de période doubling, d'intermittence, est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent à ça en turbulence active? Alors, la première question, c'est un peu ce qui nous amusait. Donc, c'est un peu ça qu'on cherchait, de savoir s'il y avait du scaling et une cascade d'énergie. Donc, comme je disais, s'il y en a une, elle est assez localisée, la cascade d'énergie. Si le système est nématique et bien comme je le décris, c'est-à-dire satisfait l'hydrodynamique comme je l'ai décrite, il y a du scaling. Alors, on ne peut pas regarder le spectre de l'énergie cinétique, parce que l'énergie cinétique, elle est nulle. Donc, il faut regarder l'énergie cinétique par unité de masse, c'est-à-dire le spectre du carré de la vitesse. Et à grande distance, le spectre du carré de la vitesse, il a une loi, donc à petit vecteur d'onde, il a une loi de puissance qui est à 2 dimensions et 1 sur Q. À 3 dimensions, il va vers une constante. La raison est assez simple. C'est que l'équation pour la vorticité, c'est une équation de Poisson. Et ce qui fait la source, c'est les fluctuations d'orientation. Et donc, l'ordre à longue portée, c'est le corrélateur de l'équation de Poisson. Ou si tu veux, les corrélations de vitesse, elles varient logarithmiquement à 2 dimensions. Est-ce qu'il y a des phénomènes? Alors, on l'a pas étudié en détail, mais on a un peu regardé numériquement. Alors, les simulations, c'est pas moi qui les ai faites, hein, c'est mon collaborateur qui s'appelle Ricard Talert. Elles sont très lourdes, mais il a un peu regardé et il y a certainement des tas de phases intermédiaires. Alors, je suis passé de 200 à 10 puissance 5. Il y a des domaines où le système est excitable, par exemple. Ça, il les a vus. L'autre chose qu'on a essayé de regarder, c'est savoir s'il y avait un mécanisme de transition vers la turbulence. C'est-à-dire comment on passe d'un système homogène à un système turbulent. Il y a une cascade d'instabilité qui divise la longueur d'onde par 2, en gros, à chaque fois. Et elles se font dans des directions perpendiculaires. Au moins au début, ça se passe comme ça. Après, si on part du premier état, qui est un état stationnaire avec les murs, ils se déstabilisent par ondulation. Ça, les gens l'ont fait de façon assez propre. Il y a des simulations de Julia Higgins qui montrent bien ça. Donc, il y a certainement une physique très, très riche là derrière, qu'on n'a pas été voir dans tous les cas. Après, j'ai dit que je ne discutais que les nématiques et que je trichais un peu parce que dans les images que j'ai montrées, il y a des systèmes qui sont polaires. Pour les systèmes polaires, il y a d'autres types de modèles où on voit des lois d'échelle différentes. Suivant les cas, les lois d'échelle sont universelles ou pas universelles. Donc, il y a toute une zoologie de ça. Le modèle que les gens utilisent est intéressant. Et si tu prends les solutions de bactéries, tu peux te demander qu'est-ce qui se passe de façon simple, qu'est-ce qui se passe avec la viscosité de l'eau quand tu rajoutes des bactéries. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait des systèmes qui étaient contractiles et des systèmes qui sont extensiles. Les systèmes contractiles, ils augmentent la viscosité de l'eau, mais les systèmes extensiles, ils la diminuent. Et donc, une des idées qui a été mise en avant, c'est que la diminution pourrait être suffisamment grande pour rendre la viscosité négative. Et dans ce cas-là, le système devient instable et ça pourrait induire des transitions vers la turbulence, cette histoire-là. Donc, un des modèles pour la turbulence bactérienne, alors c'est polaire, hein, donc ça relève pas du tout de ce que j'ai raconté, mais un des modèles, ça serait ça. Et il y en a d'autres, hein, Hugues Chaquet a beaucoup travaillé sur les modèles de Toner-2, par exemple. Ceux-là aussi, ils ont des phases qui ressemblent à la turbulence bactérienne. La différence, c'est qu'il y a une friction dans le modèle de Toner-2. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une deuxième question, Bertrand? Oui. Enfin, moi, je veux bien répondre. Bien sûr. Quel bienvenue. Alors, c'est une question beaucoup plus générale, en fait, mais donc, vous avez insisté sur le fait que l'activité, donc la consommation d'énergie, ce delta mu, change complètement la physique du système. C'est un peu le paramètre comme le Reynolds pour les systèmes que vous regardez. Donc, une question naïve, c'est qu'on sait bien, malheureusement, notamment par les PET scans, que les cellules cancéreuses, elles consomment beaucoup de sucre et beaucoup d'énergie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des façons de faire qu'elles migrent plus ou qu'elles s'écoulent plus et qu'on puisse agir un peu sur elles par ces mécanismes-là? La question est bonne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait regarder le métabolisme de la consommation d'énergie en détail.
je connais très peu de choses là-dessus. Le problème, c'est que il y a beaucoup de réactions chimiques dans une cellule. Donc, il y a une méthode, j'allais dire de brut, qui consiste à dire que les équations cinétiques de réactions chimiques, c'est des équations non linéaires couplées, et donc je résous ça. Le problème, c'est que quand il y en a des centaines, d'abord, ça devient infiniment lourd, et surtout, moi, j'ai très peur qu'on fasse n'importe quoi. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, il faudrait faire ce qu'on fait avec la mécanique, c'est-à-dire arriver à une espèce de coarse graining. Et je ne sais pas très bien comment faire ça. Donc, je pense que c'est un vrai challenge, ça. Arriver à décrire l'état chimique, enfin, je ne sais pas très bien comment appeler ça, de la cellule de façon un peu réaliste, mais sans avoir des milliers de variables. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas compris de façon opérationnelle. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Hugues, est-ce que tu as des questions? Non, je n'ai pas de questions parce que si je pose une question à Jean-François, ça va devenir un peu trop technique pour l'audience. Donc, quand même. Je voulais juste faire peut-être une remarque. J'ai beaucoup aimé la présentation, la vision finale. La physique pour la biologie, je crois que ça n'étonnera pas grand monde. La biologie pour la physique, effectivement, c'est un point de vue très intéressant. Et le but d'évoluer vers la biologie quantitative avec l'aide de physiciens un peu moins arrogants que d'habitude et des mathématiciens, etc. Tout ça est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il y a un autre aspect de la matière active qui n'a pas été beaucoup évoqué aujourd'hui, c'est les ingénieurs qui voudraient, ou les gens des matériaux qui voudraient des nouveaux matériaux. Alors, oui, il y a, alors tu les connais, tu les connais aussi bien que moi. Hein. Qui copient. On peut effectivement essayer de penser à des nouveaux matériaux. Et puis des... On t'entend plus, Hugues. Monsieur. Oui, je suis instable, officiellement instable. Là, donc, enfin bon, il y a tout cet aspect, voilà, oui, c'est ça. Il y a toute cette dimension sur. Oui. Bon. Il y a des applications à la robotique aussi. Hein. Les gens font la robotique distribuée, voilà. Et on peut aller plus loin parce que les robots, ils peuvent avoir des réactions qui ne sont pas physiques. Ils peuvent être programmés pour réagir. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des systèmes qui ressemblent un peu plus au système vivant, c'est-à-dire qui ont des feedbacks. Et alors là, c'est le comportement animal aussi, les animaux sociaux. Est-ce qu'on peut les décrire par des interactions ou pas, déjà, simples ou pas, les physiques pas en général, etc. Et là, on a un champ plus vaste encore. Mais... Ce qu'on sait faire, c'est écrire, dans les cas simples, tu l'as fait mieux que d'autres, hein, des équations microscopiques sur ces choses-là et faire du coarse graining de ces équations-là. Et il s'avère que même quand ce n'est pas des interactions physiques, c'est-à-dire quand la source des interactions microscopiques est très, très différente, une fois qu'on s'est ramené à une description que moi j'ai envie d'appeler hydrodynamique, les équations finalement sont les mêmes, parce que les symétries du problème sont les mêmes. Il y a des travaux, alors par exemple sur la turbulence à 3 dimensions, il y a des travaux où les gens décrivent les écoulements turbulents en disant que c'est des dipôles de force qui oscillent. Donc il y a une approche complètement différente et à la fin on retrouve les mêmes mots. Et c'est pareil, alors loin de moi l'idée de dire que ça sera vrai dans tous les cas parce que j'en suis pas sûr du tout, mais en tout cas il y a un certain nombre de cas où les interactions sont pas du tout physiques et où on arrive aux mêmes équations. Alors, ça permet de discuter des choses qui sont un peu farfelues pour des physiciens théoriciens, style d'avoir des interactions qui ne respectent pas les lois de l'action et de la réaction, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est très à la mode dans le domaine de la matière active. Mais après, on ne va pas aller dans des choses plus techniques, comme tu disais. Non, mais ça élargit encore l'universalité. Bien sûr. Bien sûr. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions dans les QR. Kiron, tu n'as plus de questions subsidiaires? Non, je vous remercie. Merci. Merci. Donc, je crois qu'il est presque 8 heures. Donc, je crois que c'est un bon moment pour remercier Jean-François pour cette excellente conférence. Je te remercie beaucoup, Jean-François, au nom de tous les participants. Je remercie aussi l'IHES qui a mis au point le lien Zoom avec beaucoup d'efficacité. Et Ingrid en particulier, Ingrid Peters. Et
Et donc, merci Jean-François. Écoute, Je crois qu'on va... j'étais très content de faire ça. Oui, c'était vraiment Merci. excellent. Et on espère que ça aura beaucoup d'applications en biologie fort utiles. Il ne faut pas croire non plus qu'on va résoudre tous les problèmes de biologie avec de la physique. Ça serait... C'est pour ça qu'il disait qu'il y a beaucoup de physiciens arrogants. Il ne faut surtout pas croire ça parce que c'est pas vrai. C'est clair. Oui, je sais bien. Enfin, ça a été un grand mouvement quand même de la physique statistique vers la biologie dans les 15 je pense qu'il y a plein de choses à faire et que, à mon avis, la physique statistique des systèmes hors d'équilibre apprendra. Tu dis la physique statistique des systèmes hors d'équilibre, elle apprendra des choses en s'intéressant à des systèmes biologiques. Oui. Ouais. Si je peux ajouter un mot, la physique statistique hors d'équilibre s'est beaucoup intéressée aux systèmes soumis à un flux par l'extérieur, donc des driven systems, et voilà, et aux systèmes qui relaxent très lentement vers l'équilibre, les vers. Si tu réfléchis un tout petit peu, la matière active dans sa définition telle qu'elle a été donnée là, c'est un terrain beaucoup plus vaste et qui s'applique, ou qui devrait s'appliquer en tout cas à ma chapelle aujourd'hui. Moi, j'ai une vision à Saclay un peu biaisée, en France en particulier, sur l'importance de la dynamique vitreuse, etc. Et là, tu te rends compte que si tu mets le non-équilibre, la dépense d'énergie au niveau microscopique, tu as tout ce champ du vivant et autres, etc. On peut se poser la question d'ailleurs des systèmes actifs vitreux. Il s'avère que, pour mon cours au Collège de France, j'ai essayé de regarder la littérature là-dessus, quand les cellules se divisent, les tissus sont rarement vitreux. Il y a des tas de gens qui ont écrit des articles, mais après, quand ils comparent, les tissus sont rarement vitreux quand ils sont vraiment actifs, c'est-à-dire qu'ils se divisent. Merci Jean-François. Il est 20h01. Bravo. Alors, évidemment, d'habitude, on a un concert après à l'IHES. Ça sera probablement pour des périodes meilleures. Oui, là, je remercie les gens qui sont venus, malgré les circonstances un peu compliquées. Tu as une bonne audience. Nous étions plus de 50. Et je te remercie beaucoup. Ce sera donc pas un concert musical, mais un concert de louange pour toi. Merci Jean-François. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.